Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. C'est une phrase que je dis souvent de manière assez mécanique, mais cette fois-ci c'est encore plus vrai. On vient de vivre un moment de kiff incroyable sur l'Amstel Gold Race. Si vous ne l'avez pas vu, attention, on va spoiler évidemment les résultats, mais quelle course de folie. Si vous l'avez pas vu vraiment, allez mater ça en replay, mettez-vous dans une bulle. C'était fou, tout simplement. Donc petit épisode rapide pour débriefer l'Amstel Gold Race et donc cette superbe victoire de Mathias Kielmose devant Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. On a probablement la course de l'année pour l'instant, et pourtant c'était difficile. Quand on a vu les sensations qu'on a eues par exemple sur Milan-San Remo, je crois que l'Amstel était encore un cran au-dessus cette année. Franchement, une tension folle dans les derniers kilomètres, c'était trop bien. Donc on va parler de ça tout de suite. Donc tout d'abord, l'Amstel, bon, on l'avait prédit, c'est la course ardennaise qui est un peu la plus ouverte, probablement peut-être la meilleure en fait, parce qu'en termes de scénario, il peut se passer plein de choses. Et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est un début de course vraiment classique. À noter quand même quelques chutes pardon, qui ont fait abandonner certains coureurs. On a vu Narvaez abandonner notamment. Donc ça a des incidences parce que c'est un équipier de Tadej Pogacar évidemment, mais ensuite il a fallu attendre un petit peu avant de se voir quelque chose se passer pour de vrai. Et ce quelque chose, c'était une attaque de Julien Alaphilippe. Donc déjà, juste pour ça, l'Amstel, c'était vraiment rentable. Juste pour cette superbe attaque d'Alaphilippe, Heu, je crois que c'était dans le Gumperberg, je suis pas sûr, ou dans le Kreuzberg, j'ai un petit doute. Je suis désolé pour ça, mais donc une attaque d'Alaphilippe à 50 bornes de l'arrivée qui lâche tout le monde, sauf Tadej Pogacar, et là on se dit: «Que s'est-il passé pour Julien Alaphilippe?» Là, c'est le Alaphilippe des grandes années qui part seul avec Pogacar, les 2 avec leur liseré de champion du monde. Surtout que moi, je vous avais dit dans la preview que je ne croyais pas du tout en cette équipe Tudor. Je me disais: «Ouais, Alaphilippe et Hirschi cette année, c'est très compliqué, ça sera pas pour eux», et là, Alaphilippe qui part, à la giclette. Incapable, personne n'est capable de le suivre si ce n'est Tadej Pogacar, les 2 qui partent à l'avant. Bon, ça a été de très courte durée évidemment puisque Pogacar s'est isolé juste après. Je sais même pas si Alaphilippe a essayé de le suivre dans la montée juste après, mais bref, c'était assez fou. Alaphilippe qui a fait îlot directionnel, hein. Je pense que là, je m'enregistre juste après la course. Je ne sais pas s'il l'a fini, je ne sais pas à quelle place il l'a fini, mais bon, ouais, Alaphilippe, c'est encore trop court malheureusement. Mais donc Pogacar qui part tout seul devant et là on se dit: «Ça y est, c'est finito». Derrière, on n'a pas l'impression que Remco est très, très fort, Wout van Aert non plus. Donc dans les favoris annoncés, on ne sait pas trop où se placer et donc Pogacar commence à prendre 30 secondes d'avance et là on se dit tout de suite: «Bon bah, scénario classique, 40 bornes de l'arrivée, merci pour tout, au revoir». Pogacar qui va s'imposer en solitaire et ensuite on a, la montée du Keutenberg, donc le Keutenberg, qu'on avait vraiment noté comme, la difficulté décisive de ce parcours quand même, où on pensait voir une attaque de Pogacar. Je ne sais pas si Pogacar avait prévu d'attaquer en même temps qu'Alaphilippe, mais bon, toujours est-il qu'il s'est isolé par la force des choses et donc dans le Keutenberg, heu, ça roule très fort derrière. On voit notamment Remco qui fait le forcing après un très beau travail de Louis Vervaeke. Louis Vervaeke qui a réussi à limiter les écarts avec Pogacar pendant une dizaine de bornes, c'était très fort de sa part. Donc très bon équipier Louis Vervaeke, alors qu'il y avait des équipiers des autres équipes qui n'ont pas su, faire ce travail-là. Et Remco qui attaque, donc enfin qui fait le forcing plutôt je dirais dans le Keutenberg, pour essayer de réduire les écarts, pour s'isoler un peu parce qu'on le sait, un groupe trop important, ça empêche de s'entendre et donc on savait que pour revenir sur Pogacar ou alors au moins pour s'en approcher, il fallait réduire le groupe parce que là on était trop nombreux pour s'entendre. Donc c'est ce que fait Remco Evenepoel. Hem, on voit qu'il fait une petite sélection, mais ça arrive pas trop à détacher des gens. Et là, il y a Skelmose qui attaque en haut du Keutenberg, très solide. Skelmose à ce moment-là, tout le monde était à bloc et c'était le seul capable de mettre une banderille. Donc attention à Skelmose pour la Flèche Wallonne, vraiment. Je pense que ça sera un des profils à voir. De toute façon, on parlera de la Flèche Wallonne dans un épisode dédié juste après. Mais donc Skelmose qui s'isole et là on se dit: «Ah, c'est un peu mal joué quand même». Parce que s'il était parti avec quelqu'un, ça aurait pu le faire, mais là il part tout seul. À 30 secondes de Pogacar, il y a aucun monde dans lequel il revient sur Pogacar tout seul, alors qu'il a 30 secondes de débours, même si on connaît la qualité de Mathias Kelmose, qui semblait très en forme. Et donc c'était vraiment le cas, hein, de toute façon. Il est resté à 30 secondes, il n'arrivait plus à revenir. Derrière, ça s'organise pas, ça galère, ça attaque un peu de partout, c'est n'importe quoi. Et là, Remco Evenepoel sort et arrive à sortir tout seul sur une partie de transition et rejoint Skelmose. Et donc là, on a une situation de course avec Pogacar seul en tête, Skelmose et Evenepoel à 30 secondes et à 40 secondes le groupe derrière. On a tout de suite compris quand même que pour le groupe derrière, ça allait être mort, hein, parce que de toute façon, il y avait trop de monde dans ce groupe. C'était pas possible. Et là, donc, on a le binôme,
Evenpool, le Skelmose qui a 30 secondes et on se demande ce qui va se passer. Et au fur et à mesure, Pogacar perd du temps. Et donc là, on se dit, attends, le cyborg Pogacar est en train de perdre du temps? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il n'est pas en train de redevenir humain? Et c'était ce qui était le cas. Euh, alors ça va peut-être vous paraître fou, mais après une campagne de classique pavé flandrienne euh, réussie avec brio hein, de la part de Pogacar, il n'est pas en forme à 100% sur les Ardennaises. C'est fou quand même, non? Enfin, je veux dire, il était en forme toute l'année dernière. Là, il est en forme dès Milan-San Remo. Il est en forme pendant les Flandrennes. Et là, il est pas trop en forme pendant les Ardennaises. C'est fou, non? Le vélo. Bref, Pogacar est redevenu humain. Et donc, il s'est fait rattraper petit à petit par le duo derrière Evenepoel-Skelmose. À noter que c'était quand même Evenepoel qui avait l'air de faire la plus grande partie du travail. Et là, on se dit quand même, Evenepoel, il est revenu à un sacré niveau. On savait que il avait eu une période très compliquée après sa chute cet hiver à l'entraînement, ce percutement de percutage de voiture de la Poste. Bref, là, il avait l'air de revenir en forme. On l'avait déjà vu sur la Flèche Brabançonne où il semblait pas trop mauvais, pour pas dire bon, mais bon. Il n'avait pas réussi à lâcher Wout van Aert. Donc c'était un peu difficile de juger son état de forme. Là, on se rend compte qu'il est quand même dans une bonne forme et quand il commence à revenir sur Pogacar, là, la tension remonte un peu, parce on va pas se mentir, à partir du moment où Pogacar était seul devant, on s'était dit c'était cuit, et là on se dit, et si jamais ils reviennent? Et c'est ce qu'ils ont fait. Skelmose, donc, qui a collaboré avec Remco en lui laissant quand même le plus gros des relais, et derrière ça s'entend toujours pas dans le groupe des poursuivants, et les deux reviennent sur Pogacar à 10 bornes de l'arrivée, donc ça c'était quand même assez fou. Euh, et là ça collabore un peu, ça se teste un peu, Remco qui essaie de contrer Pogacar pour voir ce qui se passe, Pogacar qui revient, Skelmose qui très intelligemment euh, ne prend pas le relais. Bah oui, quand même, parce qu'il est face à deux monstres d'ego. Il est pas du tout favori, évidemment que c'est pas lui de prendre des relais, mais là, il a réussi à avoir le cran de pas les prendre, qui est pas toujours facile dans le vélo, donc bravo à lui. Et ensuite, cette ascension du Cobert, où on s'attendait à un festival d'attaques. On s'est dit, Pogacar et Remco vont tous les deux essayer de faire péter l'un et l'autre. Mais je pense qu'en fait, les deux ont compris qu'ils étaient à un niveau à peu près proche, et personne n'a pris le risque de le faire. Et Skelmose n'a pas pris le risque non plus de le faire. Là, on se dit: «Ah, mais il attaque pas, c'est peut-être pas très bien joué». Mais Scalmozo, c'est quand même une belle pointe de vitesse, même si les 2 autres, ça va assez vite. Moi, je me disais à ce moment-là, franchement, au sprint, si Scalmozo n'est pas trop cuit, mais ça, on pouvait pas le savoir, c'est à peu près 30% pour chacun, 33%. Une chance sur 3 pour chacun. Et là, Scalmozo fait quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'il sent que ça revient derrière et il prend quelques relais pour lancer un peu la machine, mais sans se cramer. Bon, finalement, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, il me semble que les autres finissent à 30 secondes derrière, donc bon. Il aurait peut-être pu se passer de ces relais-là, mais je pense que c'est quand même assez bien joué de les avoir pris à ce moment-là. Donc voilà. Scalmozo qui prend des relais et puis ça se joue au sprint. Et derrière, ça revient pas. Et là, sprint de folie. Pogacar qui commence à se dresser sur les pédales. Remco qui le sent, donc il lance pour pas se faire doubler. Peut-être d'un peu trop loin, je sais pas. Un moment, les trois sont sur la même ligne et finalement, c'est Scalmozo qui bat Pogacar à la photo finish. Euh, bref, des sensations de folie, franchement. Euh, c'est les courses comme ça qu'on aime. Derrière, en plus, même si on savait que ce groupe de poursuivants allait un peu tergiverser, il y avait quand même un espoir, un petit peu de se dire: «Ouais, mais si jamais, peut-être qu'ils peuvent revenir, non?» Et donc ça, c'était vraiment aussi un petit peu intéressant. Il y a un moment où ils étaient plus que 10 secondes derrière Remco, on se disait: «Ils vont peut-être revenir» et finalement non. C'était une course serrée, tout simplement. C'était vraiment pas quelque chose qu'on attendait sur ces Ardennaises. Moi, j'avais peur de me faire très chier sur ces Ardennaises après une belle campagne de classique pavé. C'est pas toujours les profils les plus intéressants et en plus là, s'il y avait une hégémonie trop forte de Tadej Pogacar, heu, on risquait de se faire très chier et bah, là, ça commence vraiment bien avec la première. Une victoire d'un mec qui est outsider, qui était pas du tout favori, qui n'est ni Pogacar ni Evenepoel. Franchement un grand kiff, grand kiff. C'était serré du début à la fin. Cette photo finish pour voir, Skelmose battre Pogacar, grand kiff. Maintenant si on doit passer aux enseignements rapides de cette course, bon déjà on l'a dit en préambule, Pogacar être humain de temps en temps. Alors, il faut quand même rester assez prudent. Moi, je vais attendre d'écouter ses déclarations d'après-course pour voir en gros ce qui s'est passé de son côté. Ça veut pas dire qu'il sera dans la même forme mercredi ou dimanche à la Flèche Wallonne ou à Liège-Bastogne-Liège. Peut-être qu'il avait un coup de moins bien aujourd'hui, qu'il n'avait pas prévu de se retrouver si tôt à l'avant et que ça a un peu contrecarré ses plans. Bon, il est pas ridicule non plus, hein. Il fait deuxième au sprint à une demi-roue de Skelmose, c'est en battant Evenpool, c'est quand même un bon résultat, mais Pogacar doit gagner. Et surtout,
Ce qui est fou, c'est que Pogacar a été repris alors qu'il était seul devant. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Moi, ça m'a un peu fait penser à l'étape du Tour de France de l'an dernier. J'ai plus exactement, malheureusement, en tête laquelle c'était. C'était celle où Vingegaard était lâché par Pogacar, qui était maillot jaune à ce moment-là. Et finalement, il était revenu et il l'avait battu au sprint. Je sais pas si vous vous souvenez de cette étape. Je crois que c'est l'étape qui arrivait au Lioran. Tout simplement, ouais, c'était ça. Donc là, c'était Vingegaard qui était déjà dans la position du chasseur. On le pensait moins fort. Pogacar qui part tout seul à l'avant. Et finalement, Vingegaard qui revient sur la fin et qui bat Pogacar. C'était le climax du suspense du Tour de France 2024. Et en fait, ça m'a un peu fait penser à ça, cet Amstel Gold Race aujourd'hui. Et malheureusement, je me dis aussi que autant je suis très euphorique à ce moment-là, autant sur ce Tour de France, ensuite Pogacar a écrasé tout le monde. Donc ça veut pas forcément dire que Pogacar va se faire retaper sur les doigts à la Flèche Wallonne ou à Liège-Bastogne-Liège. C'est pas impossible qu'il écrase les deux courses. Mais ça redonne de l'espoir. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et puis, ça fait redescendre un peu Pogacar de sa position d'ovni. Ça le rend un peu humain. Bref, assez digressé sur Pogacar. Deuxième, si quand même, si on parle très rapidement des prochaines courses, moi je pense qu'il reste quand même très largement favori pour la Flèche Wallonne. Ça, j'en ai pas trop peur. Sur Liège, ça sera un peu différent. On aura l'occasion d'en reparler par la suite, mais sur Liège, en tout cas, c'est un parcours qui est d'une longueur à peu près similaire à celle de l'Amstel. C'est plus dur. Mais peut-être qu'il il attaquera pas d'aussi loin que prévu, en voyant ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup d'enseignements pour Pogacar, mais bon, encore une fois, ça c'est une réaction à chaud. On attend de voir ce qu'il va dire à froid. Peut-être qu'il était pas très bien, peut-être qu'il était malade, peut-être que le vent qu'on voyait pas trop était un peu trop de face. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette mini défaillance. Donc restons calmes. Ensuite pour Evenepoel, eh ben, sa forme pardon, de la Flèche Brabançonne est confirmée. Là, sur cet Amstel, il a monté qu'il était vraiment à un niveau très fort. Je pense que c'est lui qui fait quasiment tout le travail pour revenir sur Pogacar, même si il faut pas négliger l'importance des relais de Skelmose. Il a pas donné beaucoup Skelmose, mais ça a permis de prendre un peu moins de vent pour Evenpool de temps en temps. C'est peut-être ça qui a fait la différence par rapport à Pogacar. Mais donc, l'enseignement, c'est que Evenpool revient à un bon niveau. Euh, et donc, on a hâte pour la suite des Ardennaises. Je pense que la flèche, c'est peut-être pas celle qui lui convient le mieux, mais peut-être qu'on aura un match pour Liège-Bastogne-Liège. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à esquisser un peu dans ma tête après la Flèche Brabançonne. Autant avant la Flèche Brabançonne, je me disais, les trois Ardennaises, ça va être le triptyque pour Pogacar et ça va être réglé. Autant après la Flèche Brabançonne, je me dis, ah, s'il monte en puissance en accumulant les quelques jours de course, il y a peut-être moyen pour la Flèche, pardon, pour la Flèche, pour Liège-Bastogne-Liège. Et en fait, il y avait moyen dès l'Amstel. Donc ça, c'est un très bel enseignement. Enseignement supplémentaire pour Evenpool, il a des bons équipiers. On a vu que ceux de Pogacar, il y avait quand même McNulty derrière, mais les autres ont été distancés assez vite ou alors ont eu des abandons. J'ai vu Narvaez abandon. Ou Helens aussi, je ne sais pas trop pourquoi. Donc Vervac, très bon équipier, qui sera utile à Evenpool probablement pour Liège-Bastogne-Liège. Et puis la Skelmoseux et la Lidl Trek ont des belles cartes. Euh, Parce que Thibau Nice fait quand même 12e. Bon, on attendait un peu mieux, mais Skelmoseux semble en très bonne forme. Mais moi, je pense que Skelmoseux, pour Liège-Bastogne-Liège, ça sera peut-être un peu trop court, mais pour la Flèche, ça sera un candidat assez sérieux. Donc voilà, et puis ensuite derrière, il y avait quand même un groupe très homogène, hein. Le groupe qui fait la quatrième place avec Van Aert, Matthews, Louis Barré. Louis Barré, quelle surprise côté français, Romain Grégoire, Tige Benoît, Tam Pidcock, Ben Illy, tous ces gars-là étaient à peu près au même niveau. Donc il y a un pack assez homogène derrière, Pogacar, Evenepoel et puis un petit cran en dessous, Mathias Kelmose. Donc ça réserve des choses intéressantes pour la suite. Euh, Petit encart quand même sur les Français. Donc Louis Barré, très surprenant. Sixième sur une course si dure. Je l'avais pas du tout vu venir, pardon. Donc super de la part de Louis Barré. Je m'étais plutôt misé sur Romain Grégoire à la meilleure chance française. Bon, finalement, il fait septième, ce qui est pas trop mal, mais il était au niveau des autres derrière, hein. Il pouvait pas faire mieux. Euh, donc, il était pas le meilleur français, du coup, vu que c'était Louis Barré. On a Madouas qui fait 19e à 3,36, juste devant Julien Alaphilippe, Alexandre Delettre, Mathieu Burgodeau, voilà, qui sont dans le même groupe. Donc, bon, Madouas était un peu un ton en dessous. Alaphilippe a été très fort sur l'attaque qu'il a menée, mais juste après, c'était trop compliqué de récupérer. De toute façon, s'il finit dans le groupe avec Alexandre Delettre et Mathieu Burgodeau, ça montre quand même qu'il n'était pas si fort que ça, hein, malheureusement, hein, Julien. Mais donc voilà, côté français, Romain Grégoire, pourquoi pas pour faire un top 5 sur Liège-Bastogne-Liège. Sur la flèche, ça sera une autre question.
Peut-être qu'Alaphilippe aura plus ses chances. Mais voilà, donc campagne pas trop mauvaise des Français, en tout cas, sur ce début des Ardennaises. En tout cas, ça promet plus que ce qu'on a vu sur les classiques pavés. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était assez court, c'était fait exprès. Je répète encore une fois, c'est un épisode de réaction à chaud. Je pense qu'il faudra ensuite se poser ce soir, analyser les interviews après course pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais en tout cas, moi j'avais peur de me faire chier sur la suite de cette saison de vélo. Et en tout cas, cet Amstel Gold Race, c'était fantastique. Et surtout, c'est l'espoir qui est soulevé par le fait que Pogacar puisse être un être humain. C'est quand même assez fou. Peut-être que ces espoirs vont être douchés assez vite dès la flèche et puis surtout dès Liège-Bastogne-Liège. Mais donc voilà, profitez-en. Il fait très beau, allez rouler. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode qui sera donc la preview de la Flèche Wallonne qui sortira, je pense, aujourd'hui ou demain. Salut!